Bienvenue sur cette 5e vidéo sur les processus fondamentaux de l'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons entendre un bassoniste très connu, Pascal Gallois, qui a travaillé avec les plus grands compositeurs au monde et qui joue dans les meilleurs orchestres. Il va nous expliquer ce qu'a été son apprentissage, particulièrement dans un instrument dont il a appris à tirer d'ailleurs des sons nouveaux et originaux. Pascal Gallois, je vous laisse la parole. Merci Yves. J'aimerais tout d'abord parler de mon histoire. J'ai commencé la musique par la pratique amateur. C'était une tradition dans la famille. Moi, je suis originaire du nord de la France, une petite ville qui s'appelle Vervic, Vervic Sud, qui se trouve à la frontière belge. Et mon père avait totalement intégré cette tradition de faire de la musique dans des harmonies municipales. Il l'a fait donc dans les années 1930. Et il jouait 5 instruments. C'est-à-dire qu'il y avait une pratique amateur très très fervente. Il se voyait plusieurs fois par semaine. Il faut dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas la télévision, c'était le début de la radio, et notamment mon père faisait beaucoup de jazz. Et il nous a inculqué, à ma sœur et moi, puisqu'on était 3 enfants, moi je suis né en 59, mon père nous a inculqué l'amour de la musique et de la pratique dans une harmonie municipale, donc dans ce petit village. Mon père est mort en 72, donc j'avais 13 ans, et j'ai perpétué, d'ailleurs avec mon frère et ma sœur, la pratique de la musique, et j'ai eu la chance d'aller ensuite au conservatoire de Tourcoing, puis Paris, où j'ai obtenu tous mes prix entre 1976 et 1978. Ensuite, je suis entré à l'Orchestre national de Lille, dirigé par Jean-Claude Casatsu. Et en 1981, j'ai eu la chance d'être engagé par Pierre Boulez au sein de l'ensemble intercontemporain qui travaille et qui travaillait d'ailleurs en binôme avec l'IRCAM, l'Institut de recherche et de coordination acoustique musicale, qui se trouve près de ce conservatoire où je suis directeur, au Halles, et qui a aussi pour intérêt de développer les connexions entre les instruments acoustiques qu'on appelle, les instruments où on souffle, où on joue, si c'est le violon, on souffle, si c'est le basson ou la trompette ou la clarinette, avec l'ordinateur. Donc, et tout ce travail, j'ai eu la chance donc de côtoyer des compositeurs éminents comme Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Giorgi Ligeti, Luciano Berio, etc. Et de très grands, comment dirais-je, concepteurs de logiciels qui étaient les adjoints de la musique, comme Andrew Guerzo, par exemple, qui était le directeur technique des pièces de Pierre Boulez. Donc voilà, j'ai eu la chance de participer à cette évolution fondamentale entre la musique électroacoustique et la musique écrite, dite savante, comme on le dit parfois. Voilà. Je tiens à dire, en ce qui concerne mon instrument, le basson, que c'est un instrument qui n'est pas courant. D'ailleurs, je n'ai pas commencé directement au basson dans une harmonie municipale. J'ai commencé au hautbois et au saxophone avant de prendre le basson quand je suis allé au conservatoire de Tourcoing. Et ce qui m'attirait dans le basson, c'était les possibilités émotionnelles qu'on pouvait ressortir de cet instrument, qui est très proche du corps humain, et d'ailleurs parce qu'il y a une ange double qui vibre dans la bouche, et où on utilise finalement les résonateurs de tête comme un chanteur, puisque cet ange double fait presque office de corde vocale. Le basson est un instrument qui a une image extrêmement baroque. On le connaît surtout dans les concertos de Vivaldi. Antonio Vivaldi qui a composé 39 concertos pour basson. C'est l'instrument pour lequel il a le plus composé après le violon, qui était son instrument personnel. Et donc, il y a même plus de concertos pour basson que de concertos pour flûte. Je crois qu'il y a 6 concertos pour flûte. Voilà. Donc, la question du basson chez Vivaldi était tellement fondamentale qu'il a une image, et que moi j'avais cette image, c'est un instrument baroque, mais extrêmement expressif. Mozart a composé pour le basson. Et ensuite, mon instrument s'est développé durant le 19e siècle. Il faut signaler que le 19e siècle a été très important pour les vents, parce qu'il fallait pouvoir jouer toutes les tonalités. Dans les périodes du Moyen-Âge et de l'époque de la Renaissance jusqu'à l'époque classique, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution française,
les instruments avant étaient limités à certaines tonalités parce qu'il y avait besoin d'avoir des clés pour rejoindre différents corps de l'instrument. Donc il fallait un travail sur le plan organologique, mécanique assez important pour l'époque. Et donc il a fallu avoir des brevets, notamment à partir de 1812, et c'est peut-être pas un hasard, le premier brevet important pour les bois, la flûte au bois, la clarinette, le basson, a été un brevet déposé par un horloger suisse qui s'appelait Böhm et qui jouait de la flûte. Donc il a fait des correspondances entre les trous avec des petites tringles et des petits ressorts. Et tout ça se rapproche de l'horlogerie. Et donc, c'est un des premiers brevets qui a permis ensuite de développer tous les instruments avant, qui leur permettaient de jouer toutes les tonalités. Donc, l'apprentissage de l'instrument, pour moi, s'est fait à plusieurs niveaux. Tout d'abord, comme je le disais, directement dans une harmonie, en jouant des pièces, quelquefois des musiques militaires, quelquefois des arrangements de pièces du répertoire de musique actuelle de l'époque, qui était notamment, je me souviens, de pièces magnifiques d'ailleurs, d'Henri Salvador, qu'on orchestrait pour des harmonies. Et on jouait ça de manière sociétale, c'est-à-dire qu'il y avait tous les corps de métier. Ils pouvaient aussi bien avoir les patrons des filatures que les ouvriers. Il y avait également beaucoup de musiciens des mines. Donc il y avait une tradition très importante. Pour moi, c'est important de ressentir cet élan vers la pratique de la musique comme un partage intergénérationnel et intersocial. Ce dialogue était vraiment très important. Et par la suite, l'apprentissage de l'instrument, je l'ai fait donc, comme le dit très sérieusement, au conservatoire de Tourcoing et puis au conservatoire de Paris, au travers du basson, qui avait une très très grande tradition. Le basson, je l'ai pratiqué des heures et des heures avec métronome, en faisant tous les exercices possibles qui m'étaient imposés selon les différentes méthodes. J'ai d'ailleurs moi-même écrit une méthode qu'on appelle un traité qui sert à l'utilisation du basson pour les compositeurs, un traité qu'a préfacé Pierre Boulez. C'était pour moi une chance qui m'a permis donc de faire développer le répertoire pour le basson. J'ai expliqué que le répertoire du basson était à l'origine très baroque et classique, on va dire de Vivaldi à Mozart et Beethoven, et ensuite répertoire d'orchestre. Et moi j'ai beaucoup œuvré personnellement depuis, parce que j'ai eu la chance, depuis 81, mon entrée dans l'équipe de Pierre Boulez, j'ai pu œuvrer auprès des compositeurs pour qu'ils écrivent des pièces pour le basson. Et même des pièces où le basson avait une extension vers l'ordinateur, donc suivi de hauteur en temps réel, dès les années 91-92 à l'IRCAM. Et donc ce travail a été pour moi extrêmement fructifiant. Les contacts que j'ai pu avoir étaient uniques, je dois dire, on me l'a déjà dit à New York ou à Londres et Berlin. Mes collègues bassonistes m'ont dit que j'avais eu cette chance sur la place de Paris d'avoir toutes ces rencontres, effectivement. J'ai pu donc avoir des pièces nouvelles pour l'instrument. En ce qui concerne l'étude de l'instrument et de travail personnel que j'ai pu ressentir, bien sûr, il y a les exercices, les gammes, comme on le dit toujours dans l'imagerie, le travail technique d'un instrument. Mais il n'y a pas que ça, il y a également le fait que l'instrument est une prolongation de la main. Ça veut dire étymologiquement, instrument, c'est la prolongation de la main. Et je vous parlais tout à l'heure, en début de présentation d'un instrument, d'associer l'ange du basson, qui est l'origine de la vibration du son de l'instrument, aux cordes vocales. L'intégration, l'instrument est véritablement, pour moi, une prolongation de mon corps, par ces exercices journaliers, et aussi surtout par le fait de vouloir véhiculer une transmission de ce qu'a voulu le compositeur. J'ai consacré toute ma vie donc à la création de nouvelles pièces de compositeurs vivants, même si quelques-uns importants dont je viens de vous citer sont morts maintenant. C'était pour moi très important d'aller vers le public pour véhiculer et constituer l'interface entre le compositeur et le public par le basson, par cet instrument. Donc pour moi, il y avait donc des difficultés techniques, on le devine, extrêmement complexes à maîtriser
puisque le compositeur non seulement voulait, je vous le disais, à partir du 19e siècle et du 20e siècle, pouvoir faire toutes les tonalités sur un basson, comme sur un piano. Mais ensuite, pour aller plus loin, les compositeurs ont dépassé l'écriture tonale, puisqu'à partir du XXe siècle, des courants se sont développés, notamment en Autriche, à Vienne, autour de Arnold Schoenberg, de faire une musique atonale, c'est-à-dire de donner un rôle différent de hiérarchie des sons, comme l'avait imposé toute l'écriture tonale depuis, on va dire, depuis Jean-Sébastien Bach surtout. Voilà donc toute l'historique de mon travail et de maîtrise de l'instrument. Pour moi, l'instrumentiste, vis-à-vis du compositeur, est exactement comme un comédien, un artiste de théâtre vis-à-vis d'un écrivain. Donc, il a une charge énorme, c'est-à-dire de faire apprécier le compositeur par les interprètes, par les auditeurs, pardon. Et ce travail d'interprète a une importance énorme, c'est-à-dire que si on rate, si on ne réussit pas notre travail, hein, finalement, le compositeur peut ne pas être apprécié à sa juste valeur. Donc voilà l'importance de l'interprétation, l'importance de la création. Je souhaiterais maintenant attirer l'attention des auditeurs sur un point important, c'est que l'enregistrement a changé et a conditionné l'auditeur. Je vous parlais de la musique tonale et par exemple de Vivaldi et de Jean-Sébastien Bach. La musique classique est très axée sur cette période. Et donc dès qu'on sort de ces sentiers battus, on est un peu perdu. On a eu bien sûr le jazz et puis tout le rock, etc. Mais pour le basson, ça n'a pas été un terrain de travail. C'est d'ailleurs regrettable. Certains l'ont fait ces dernières années. Mais pour ma part, je me suis beaucoup intéressé notamment au jazz et au free jazz. Il y a des instrumentistes, notamment comme Miles Davis, par exemple, qui ont dépassé l'instrument, qui ont transcendé aussi la tonalité, qui ont eu ce contact aussi entre le souffle et la vibration comme étant une émotion. Voilà donc les quelques éléments que je peux apporter. Je tiens à remercier effectivement Yves Farge de me donner cette possibilité de pouvoir m'exprimer sur ce qu'est l'instrument et le contact entre l'instrument, l'instrumentiste et le public. Voilà pour moi les points essentiels que je tenais à soulever. Merci beaucoup. Merci Pascal Gallois. À travers votre expérience, vous nous avez rappelé l'importance du corps dans l'apprentissage d'un instrument de musique. Tout le travail qu'il convient de faire en essai-erreur pour que le cerveau et le corps soient en harmonie. Mais plus encore, vous nous avez rappelé qu'un musicien, quand il interprète une œuvre, crée l'œuvre, de la même façon qu'on dit créer une œuvre quand il s'agit d'une première interprétation. Création et apprentissage sont indissociables. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et bien entendu à mettre un pouce bleu. À la semaine prochaine.